Bonjour Denise, bonjour Gérard. Bonjour, M. Attier. Bonjour, M. Attier. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons prendre des vacances. Nous allons sortir de notre atelier, de chez nous, et on va se balader en pleine nature. Si on récapitule très rapidement ce que nous avons fait jusqu'à présent, depuis le début de nos émissions, eh bien, nous sommes bien équipés pour faire ce petit voyage dans la nature. C'est-à-dire, nous avons tout vu, presque. Le matériel d'artiste, nous avons étudié les pinceaux, les palettes, la palette. Nous avons étudié la lumière, la couleur, tout ça. Donc, nous allons sur place. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il faut travailler sur nature ou dans un atelier? Là, il y a deux catégories. Il y en a ceux qui sont pour la nature, et ils sont très nombreux, et il y a ceux qui sont pour l'atelier, qui étaient peu nombreux il y a 30-40 ans, mais depuis l'après-guerre jusqu'à présent, les deux parties se valent. Il y en a autant qui veulent travailler sur nature et autant qui ne veulent pas travailler sur nature. Nous allons décortiquer ça un petit peu. Qui est pour, qui est contre? Eh bien, je vais vous citer quelques peintres très connus. Si vous prenez Boudin, Eugène Boudin, ça c'est un peintre impressionniste. Monet a toujours dit « je dois tout à Boudin ». Boudin disait « 3 coups de pinceau d'après nature valent mieux que 2 jours de travail à l'atelier ». Bon, voilà quelqu'un qui est pour la nature. Mais si on prend Monet, certainement, c'est le champion. Pour quelle raison? Parce que c'était un impressionniste. Et les impressionnistes, ce qui les intéressait, ce n'est pas la forme, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le dessin, c'est la lumière qui enveloppe la forme. Pour Monet, ce qui l'intéresse, c'était d'éterniser le moment même. Et il voyait qu'à 1 heure de différence, les couleurs changeaient. Donc lui, comme il travaille pour la lumière, évidemment, il est pour la nature. Voilà quelqu'un qui est pour la nature aussi. Si nous prenons Millet, François Millet, lui, il disait, le beau donné par la nature est supérieur à toutes les conventions de l'artiste. Et Van Gogh et Gauguin avaient une admiration sans borne pour Millet. Ils l'ont copié. Delacroix, lui, ça c'est un autre peintre qui ne se fiait pas trop et qui ne travaillait pas trop d'après nature. Mais il avait une mémoire prodigieuse, Delacroix. Donc, il observait, il regardait, il rentrait à son atelier et là, il dessinait d'après mémoire. Et Dieu sait, les tableaux qu'il a fait, si vous avez, je vous donne un exemple seulement, la lutte de Jacob et de l'ange, qui est à l'église Saint-Sulpice à Paris. Ça, c'est une grande peinture marouflée sur le mur. Et puis, vous allez voir que tout ça, il y a la nature là-dedans, il y a toutes sortes de l'ange et en combat avec Jacob, et tout ceci était fait d'après mémoire. Lui, quand il avait, évidemment, nous sommes des êtres humains, on a des défaillances de mémoire, et quand Delacroix avait une défaillance de mémoire, ce qu'il faisait, il appelait son modèle, posait quelques minutes, il a corrigé un peu la pose, le membre qu'il devait faire, une fois qu'il l'a corrigé en place, merci mademoiselle, il l'a payé, je vous ai assez vu, bon, et il partait.
Monsieur Attier, vous avez parlé de marouflage. Oui. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est exactement? Oui, le marouflage. Le marouflage, c'est quand vous avez mettons, une toile que vous voulez coller contre le mur. Vous employez le procédé du marouflage. On appelle ça le marouflage. Maroufler, prendre une toile et la coller contre le mur. Maintenant, vous pouvez maroufler une feuille, comme faisait Rubens, sur une toile. Ça, c'est un marouflage aussi. Mais quand vous prenez une toile déjà faite, peinte, et elle est usée, vous la collez contre une autre toile. Là, ce n'est pas du marouflage, c'est du rentoilage. Et les gens confondent. Bon. Alors, lui, Delacroix, était pour la nature. Lui, il disait que la nature, c'est un dictionnaire. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons eu personne qui est contre la nature, mais je vais vous en nommer un qui vaut la peine, et c'est Degas. Degas lui-même, évidemment, il était contre la nature à 100%. Il disait, il faut fusiller tous les peintres qui plantent leurs chevalets sur les bords de la Seine. Et sur les bords, sur les berges de la Seine et sur les bords des précipices. Et il disait, la peinture, ce n'est pas un sport, il disait. Donc il était contre. Et une fois, son marchand volard le trouve en train, il tournait le dos au mur, à la fenêtre, et il peignait, il faisait un paysage. Il lui demande, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, ben, pardi, je fais un paysage. Il dit, mais, il tourne le dos. À la fin, il lui demande, voilà, est-ce que vous regardez les paysages de temps en temps? Il lui dit, oui, au wagon, par la portière. C'est-à-dire, quand il voyage, c'est là, le moment où il regarde le paysage. Il était contre. Donc, ce qui ne veut rien dire, il nous a donné des chefs-d'œuvre, qu'on aime le paysage ou non, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, nous autres, ceux qui vont aller peindre sur nature, comment il faut procéder. Donc voilà ce qu'il faut faire. Il faut aller, partez tôt le matin. Vous êtes toujours gagnant. Vous ne le regretterez jamais. Le matin, vous allez sur le motif. Pourquoi le matin? Parce que la lumière du matin est la plus belle, la plus fine. La lumière du soir aussi, tard, tôt, il faut aller tôt le matin, tôt l'avant-midi et tard l'après-midi. L'avant-midi, vous avez la couleur fine. L'après-midi, vous avez la couleur qui commence à être bleutée et violacée. N'est-ce pas? Mais quand vous arrivez à midi, par exemple, midi, ça change tout. À midi, le soleil brûle toutes les couleurs. Et il n'y a plus d'ombre. Donc le peintre, il est mal pris, il faut qu'il plie bagage. Et c'est là où Corot disait, quand midi arrivait, il regardait le soleil, il se fâchait. Le grand tapageur. Il appelait le soleil le grand tapageur. Et non seulement lui, il n'aimait pas le soleil de midi, mais les poètes de son temps aussi, ils étaient peintres à leur façon. Et ils se rejoignaient tous. Si vous prenez par exemple Sully Prudhomme, c'était un poète qui a eu le prix Nobel en 1901, est né la même année que Cézanne, c'est pour cela que je me rappelle de lui, né la même année que Cézanne, il est mort une année après Cézanne. Lui, il a décrit à son tour la lumière aussi, ce poète-là, et vous allez voir comment ils se rejoignent. Et il a fait un poème, je me rappelle toujours de ce poème, c'est Les cloches. Et ça parle de l'ambiance, ça parle des lumières du matin, du midi et du soir. Alors je vais vous les citer. Les cloches du matin, les cloches de midi, les cloches du soir, je ne vais pas vous dire tout, mais les cloches du matin et du midi, ça suffirait. Il disait, ce matin est si clair, si pur et si limpide, que les cloches qui l'ont à l'aurore éveillé
en sa douceur soyeuse et en sa fraîcheur vive, semble teinter au ciel où longtemps elle le vibre, une gamme d'argent et de cristal mouillé. Vous entendez le son des cloches, semble teinter au ciel où longtemps elle le vibre. Voilà, il décrit le matin et la lumière du matin. Là, Corot est content, il peint, il est content comme le poète. Mais le soleil vient vers le zénith et le soleil commence à plomber ses rayons sur les choses. Alors là, Corot n'est pas content. Le soleil tapageur s'en vient. Alors, Sully Prudhomme, à ce moment-là, il va décrire la lumière du midi. Il dit, midi, le fort soleil accable la ramure et verse ses rayons sur les choses et pleut sa lumière éclatante, impitoyable et dure. Et les cloches dans l'air qui brûlent leur murmure semblent fondre les gouttes d'or de leur enfer. De ding, 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 de ding. On appelle ça la poésie imitative. Il imite le son des cloches. Semble fondre les gouttes d'or de leur enfer. C'est leur enfer. Alors, Corot, il va porter sur la même rime. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dépêche, il va ranger ses clics et ses claques et il part. Et il dit, fuyons, on voit tout. Et comment on voit tout? Il a raison, on voit tout. On voit tout, c'est parce que le soleil est au firmament, au zénith, et verse ses rayons sur les choses, comme disait l'autre, le poète, et pleut sa lumière éclatante, impitoyable et dure. Il n'y a plus d'ombre. L'ombre seulement prend la forme de l'arbre, ni plus ni moins, et ne va pas s'étendre loin. Et l'ombre est dispensateur de lumière. C'est la symbolique de l'arbre, l'ombre. Essayez ça. Pourquoi je vous demande des fois de cligner des yeux? Parce que quand on cligne des yeux, qu'est-ce qu'on fait? On empêche les lumières pénétrer et les cils. Et vous voyez mieux. Essayez ça chez vous. Regardez un tableau ou n'importe quoi. Même les téléspectateurs avec leurs deux mains comme ceci. Ils vont faire ça et regarder un point. Ils vont voir le point beaucoup plus clair que quand on le regarde à la lumière, sans faire ceci. Pourquoi les joueurs de baseball mettent une sorte de, je ne sais pas quoi, devant l'abri, pour que les lumières ne viennent pas taquiner le regard. Ils vont mieux voir la balle. Alors, quand le soleil est au midi, rentrez chez vous. Et c'est ça ce qu'il disait Corot. Donc, maintenant, la lumière de midi n'est pas bonne. Et pourquoi elle n'est pas bonne? C'est parce que, avez-vous fait la comparaison? Quand il n'y a pas de soleil et que vous avez un chandail, mettons, rouge, le côté où frappe le soleil, c'est clair. Le côté où il y a l'ombre, c'est très sombre. Mais s'il n'y a pas de soleil, qu'est-ce qui arrive? Ça, la question, oui? Justement, j'aurais une question à poser à ce propos. Comment se prendre quand il y a des variations de température subites? Oui. On est sur le motif et puis comment qu'on fait à ce moment-là? C'est-à-dire, vous commencez un tableau sous une certaine lumière et puis la lumière change. Mm-hmm. Ben, ça dépend. Est-ce que vous êtes allé vous-même sur le motif et vous avez commencé quoi, un tableau? Oui, une espèce de... Et comment était la température? Bien, il faisait soleil et puis tout à coup, ça s'est ennuagé. Et puis oui. À ce moment-là, bien, les contrastes disparaissent. Et puis, oui, bon. c'est juste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Voyez-vous, on revient à la pochade. Mm-hmm. On a parlé la semaine dernière, l'émission dernière, on a parlé de la pochade. La pochade, qu'est-ce que c'est? C'est le tableau, comme on a expliqué, qui va se faire sur le motif en très peu de temps, une petite toile. Là, vous avez votre documentation. C'est une documentation. Riopelle disait ça. Je ne peins pas avant d'aller dans la forêt et prendre de la documentation. C'est des documentations comme ça sur lesquelles on se base. Meilleur moyen, quand vous n'êtes pas sûr de votre température.
vous allez faire une pochade. Ou bien, vous allez prendre avec vous, ayez toujours sur vous votre boîte d'aquarelle. Et faites comme faisait Cézanne. Toujours, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait toujours des petites études en aquarelle avant de commencer le sujet. Et plusieurs aquarelles. Et qu'est-ce qu'il faisait de ces aquarelles? Il les jetait aux 80. Aujourd'hui, on paye la touche $1 million de ces aquarelles. La touche, parce que ces aquarelles étaient une dizaine de touches. On paierait volontiers 10 millions pour une aquarelle de ces. Il les jetait. Donc, faites de l'aquarelle. C'est un très bon document que vous garderez chez vous comme documentation. Vous ne faites jamais assez d'études, assez de croquis, assez de documentation. Vous n'en prenez jamais des notations de ce genre. Un peintre, ça c'est son capital. C'est son capital que d'avoir des croquis, des études. C'est des bijoux pour un artiste, pour un peintre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si, par exemple, vous avez commencé votre tableau, comme vous dites, et puis il faisait, mettons, gris. S'il fait gris et que le lendemain, vous revenez sur place et qu'il y a du soleil, ce n'est pas grave. Pour quelle raison? C'est parce que quand il n'y a pas de soleil, il y a des nuages, ça c'est très bon pour le peintre. Pourquoi? Parce qu'il y a le gris, un gris coloré. Et le plus beau gris, paraît-il, je l'ai vécu, mais peut-être je n'ai pas connu d'autre. À Paris, on a le plus beau gris quand il n'y a pas de soleil. Les peintres en raffolent. Bon. Alors vous avez commencé votre tableau, c'est gris. Le lendemain, hop, le soleil vient. C'est pas si grave que ça. Parce que vous avez sur votre toile le ton local, presque. Qu'est-ce que c'est que le ton local? C'est quand vous avez un objet, j'en ai parlé, je crois, quand vous avez un objet qui n'a pas subi directement des rayons stridents, des rayons directs. Là, vous avez le ton local. Mais quand le rayon du soleil vient fort d'un côté, cette pomme qui, d'un côté, de tous les côtés, avait la même couleur, un côté va s'éclaircir beaucoup et l'autre côté va se foncer. L'ombre et la lumière. Et il y a le passage. Le passage, qu'est-ce que c'est? C'est le ton local, c'est-à-dire le ton qui n'a pas eu beaucoup, qui n'a pas beaucoup de lumière et qui n'a pas beaucoup d'ombre, c'est l'intermédiaire. C'est le passage. Donc vous, quand vous êtes en train de peindre, avec un ciel qui est couvert, vous vous rapprochez beaucoup du ton local. Et c'est bon. Vous pouvez donner des variantes de couleurs à l'infini. Il ne faut pas mettre des couleurs stridentes pour que ce soit coloré. Vous pouvez partir avec une terre de sienne brûlée, une seule couleur, et faire des chefs-d'œuvre, comme Carrière. Eugène Carrière, allez voir les travaux d'Eugène Carrière, c'est magnifique. Et il prenait des terres. Terre d'ombre brûlée, terre de sienne brûlée. Donc, votre tableau que vous avez fait le matin, et le lendemain, il y a le soleil, à ce moment-là, si vous voulez travailler votre tableau et l'éclairer par le soleil, par le surcommandement du soleil, vous pouvez, du côté où il y a le soleil, éclaircir, réchauffer, et du côté de l'ombre, vous allez bleuter. Et vous allez avoir d'autres tonalités. Ce que vous avez fait la veille jusqu'à présent, c'est à sa place. D'ailleurs, je ne sais pas lequel disait ceci, quel peintre impressionniste. Je crois que c'est Renoir, si je ne me trompe pas. Il disait, cherchez la plus grande lumière et la plus grande ombre. Le reste vient tout seul. Donc ce que vous avez fait, il est déjà en place. Vous n'avez qu'à chercher la grande lumière et vous cherchez la grande ombre. Et tout ce que vous avez fait, c'est bon, mais il faut savoir l'harmoniser. Parce que quand vous allez mettre une couleur ici, et une couleur, là vous avez changé la couleur, celle du centre aussi va subir l'influence. Mais elle va subir l'influence également. Elle n'est pas touchée. Pourquoi? Parce que la couleur chaude va refroidir le passage, et la couleur froide va réchauffer. Il n'est pas attaqué, le ton local. Donc, votre seul problème, et il n'est pas gros, si, par exemple, vous avez
fait votre tableau en gris et le lendemain, vous avez de la lumière, là, vous mettez de la lumière. Ce n'est pas grave. Mais le problème est un peu plus difficile si vous avez commencé votre tableau chaud avec la lumière du soleil et le lendemain, c'est couvert. Hein? Alors, faites comme faisait Corot, je ne dis pas sacré un peu, mais ramassez vos clics et vos claques et puis rentrez, ou bien faites quelques aquarelles, faites une petite pochade. C'est là où vient la pochade. Et vous n'avez pas perdu votre journée. Votre tableau, vous pouvez le continuer en atelier. Vous comprenez? D'abord, Oui. quand le temps est nuageux, que c'est gris, c'est bon d'aller en plein air quand même pour peindre. C'est très En bon. tout temps, tant que vous pouvez observer l'objet, vous pouvez aller peindre. Quand vous pouvez distinguer, l'objet est distinct, vous pouvez la distinguer, vous pouvez aller travailler. Certainement. OK. Bon, alors, maintenant, avant que j'oublie, il faut que je donne le numéro, même si c'est pas, on a encore le temps, je vais donner l'adresse à ceux qui veulent bien m'écrire. Je serai ravi d'avoir leurs questions et je répondrai, comme j'ai dit, à leurs questions. Ils n'ont qu'à me poser les questions qui leur semblent les plus difficiles, comme par exemple le problème de Gérard, et je vais expliquer ça ici, durant mes émissions, en prenant plusieurs questions qui reviennent au même, et je vais amplement leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, pour notre prochaine émission, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais bien vous dire. Quand vous êtes rendu sur place et vous voulez installer votre chevalet, qu'allez-vous faire? Il y a la nature, attention, la nature, elle est très généreuse, mais des fois, elle est sévère. Il faut faire attention dans son choix, parce qu'il faut choisir. La nature est généreuse, je veux bien, mais elle va vous offrir tout à la fois, à vous de choisir les éléments qui vous conviennent. Il y en a des éléments qui ne vous conviennent pas du tout. Vous allez les éliminer. Et je compte venir avec un sujet, moi, où il y a beaucoup de choses et on va essayer d'éliminer et de ne conserver que ce dont on a besoin. Qu'est-ce que vous allez choisir comme sujet? Méfiez-vous toujours des sujets panoramiques. Ne prenez jamais un grand ciel et puis tout au bout, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un lopin de terre qui va du bord de la mer en montant, et puis tout d'un coup, avec un seul trait. Et devant, qu'est-ce qu'on a? Nous avons de l'eau. Et de l'eau jusqu'au bout, on a une languette de terre qui est entre les deux. Méfiez-vous de ça. Ça, c'est perfide alors. Méfiez-vous des reflets. Il y en a qui veulent mettre les reflets sur l'eau. Ça, c'est un peu, je ne sais pas moi, je pourrais dire que c'est un peu enfantin. Les reflets, c'est quelque chose d'artificiel. Ne prenez pas les sujets trop compliqués. Par exemple, vous avez le paysage s'offre devant vous avec des touffes d'arbres, des touffes de branches, des touffes de toutes sortes de choses. Vous allez faire à ce moment-là votre croquis. On revient à ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Vous avez fait votre croquis. Vous avez choisi votre place. Et qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez prendre avec vous un rectangle. Je l'aurai à l'émission prochaine et je vous montrerai comment, avec ce rectangle, vous allez le faire. Bon, je vais imiter un peu le rectangle. Je gagnerai du temps pour la prochaine émission parce qu'on aura pas mal de choses à faire et à barbouiller. Et avec votre rectangle, vous allez faire promener ce rectangle partout comme si c'était un cadre. Et vous allez encadrer votre sujet, tous les côtés, n'est-ce pas? Ça, c'est bien de ce que vous allez vous promener à droite, à gauche. Vous prenez votre sujet sous plusieurs angles. Et à la fin, dites, tiens, ça me convient. Alors, ce que vous allez faire tout de suite, c'est là où vous allez faire votre petit croquis. Et ensuite, quand vous avez installé tout, tout est en place, vous allez faire votre esquisse.
l'esquisse, vous allez prendre avec vous donc beaucoup de papier journal ou de carton qui ne coûte pas cher. Avec petite esquisse comme ceci, pinceau et beaucoup d'huile, de lin, par exemple, vous allez faire votre esquisse rapidement, quelques jets, quelques couleurs, et vous en faites 2, 3. Et ensuite, vous allez les comparer ensemble. En les comparant ensemble, vous allez dire, tiens, j'en fais une dernière. C'est là le bon côté de celui-ci, il est là, le bon côté de celui-là, et vous allez essayer de faire une synthèse des 3. Et vous avez déjà une idée assez complète de votre futur tableau. Ça, c'est l'esquisse qu'il a fait. Maintenant, s'il y a beaucoup d'autres éléments, vous pouvez prendre un élément à part et en faire des études, mais je ne crois pas qu'un paysage comme on va faire, on n'a pas besoin de faire une étude. Est-ce que j'ai donné l'adresse? Je n'ai pas donné l'adresse, voyez-vous. Je vais le donner encore. Donc, technique picturale, Vidéotron, 3565, Berry, bureau 200, H2L4G5. Vous allez, en m'écrivant, m'alimenter et me donner beaucoup d'idées. Et je serai ravi de les expliquer et de les étudier avec vous. Alors, à la prochaine, donc, on va avoir avec nous toile, le chevalet et une photographie, peut-être 2. Et ensuite, on va faire un petit croquis, on va faire peut-être une petite esquisse et on va dessiner sur la toile le sujet qu'on va faire et on va l'ébaucher. Ça, c'est le moment le plus agréable pour un peintre. Et comment ébaucher? On ébauche de 1001 façons. J'en connais une douzaine, je pourrais vous en montrer 2 ou 3. Et puis, donc, on va faire ça la semaine prochaine et là, ça commence à être vraiment intéressant. Et on va s'amuser, on va avoir beaucoup de plaisir, seulement il faut y aller instinctivement, sans être crispé. Et je vais vous donner les moyens de travailler en chantant. N'est-ce pas? Bon, alors merci de votre présence, Gérard Denise. Madame, Monsieur, bonjour et à la prochaine.